travail sur le narcissisme, et puis en écoutant ce que les collègues ont évoqué depuis ce matin, je me suis posé la question pour mon propre compte, et c'est le titre de ma contribution à notre travail. Qu'est-ce que nomme comme difficulté le narcissisme? Puisque, à l'évidence, ce terme est là pour éclairer, dès le moment où Freud l'élabore dans son grand article, est là pour éclairer une difficulté. Et une grande difficulté, étant donné nos embarras là-dessus, parce que quand même, depuis ce matin, on entend bien, c'est pas simple. Alors je vous proposerai de le dire de la façon suivante. Le narcissisme nomme la difficulté de notre rencontre. Quand je dis notre rencontre, nous partons de quoi? Nous partons nous partons d'un corps de jouissance. C'est ça un enfant, un nouveau-né. Un corps qui jouit et qui est pris complètement dans la dimension, dans le champ de ce que nous appelons l'autre, avec un grand A. Il y est pris de part en part, ce corps de jouissance. Eh bien, je propose à votre appréciation, de dire que le narcissisme nomme donc ce qui fait la rencontre de ce corps, donc la nôtre, à chacun d'entre nous individuellement, ce qui fait la rencontre de ce corps avec le un. Le un, c'est-à-dire ce qui va se passer, ce qui va s'effectuer dans ce moment que Lacan a assez génialement mis au jour de l'identification spéculaire, autrement dit ce qu'il a appelé le stade ou la phase du miroir. Il y a là une rencontre qui s'effectue avec le un. Rencontre, alors est-elle heureuse ou malheureuse? À en juger par les effets, on ne peut pas la qualifier de franchement heureuse, même si elle est diversement malheureuse. En tout cas, elle nous plonge dans les difficultés, me semble-t-il, qui sont liées par ce terme dont Christian Fierens évoquait la valeur de concept. Je ne sais pas si c'est un concept, le narcissisme. En tout cas, c'est un terme qui note une difficulté et qui, grâce à Freud, la note de façon, comme toujours avec Freud, en rend compte de la difficulté avec une honnêteté impressionnante et du génie aussi. Maintenant, c'est un texte difficile, et je dois dire aussi que je trouve, peut-être, bon, on l'a dit, mais je trouve que ça mérite d'être souligné, à quel point Lacan vient ici nous aider sur cette difficulté de notre rencontre avec le 1 et ses conséquences. Alors, ces conséquences diversement malheureuses, je dirais, parce que c'est rare qu'elles soient heureuses, sauf dans l'élation, qui n'est pas ce qu'on peut souhaiter de mieux. Alors, le narcissisme, vous savez que ça désigne, et ça c'est très bien épinglé, noté dans le texte de Freud, ça désigne la difficulté de rendre compte, à partir de la jouissance du corps, de la jouissance de corps que j'évoquais en commençant, que Freud n'évoque pas dans ces termes-là, mais ce qu'il en dit est très proche, il parle de l'auto-érotisme, c'est pas tout à fait la même chose, mais ça n'est pas vrai. À partir donc de cette jouissance de corps initiale, pour tout par l'être, eh bien, difficulté, dit Freud, de rendre compte, à partir de là, de la formation d'une polarisation que va investir la libido, dans les termes de Freud, c'est-à-dire qu'il va être investi un désir,
Polarisation donc investie libidinalement de quelque chose que Freud désigne comme le moi. Et Freud dit bien que entre cette jouissance du corps première, enfin initiale, et le moi, nous ne voyons pas, nous ne distinguons pas, il y a un missing link, dit Freud. Nous ne distinguons pas comment se forme ce qu'on appelle le moi. Il y a là une réelle difficulté. Et Freud, comme vous le savez, dans son texte, il prend comme guide notamment les faits de la psychose et ce qu'il appelle les paraphrénies, la schizophrénie. Il prend ça comme guide dans cette recherche éminemment difficile. Parce que, Freud le dit, d'où ça sort le moi? Je sais qu'il en a fait usage dans son élaboration, mais d'où ça sort? Comment ça se met en place? Alors vous savez bien que ce missing link, Lacan va en rendre compte très explicitement dans ce texte tout à fait remarquable, je trouve, à beaucoup d'égards. Plus je le lis et plus je trouve qu'il est digne d'être remarqué, travaillé, retravaillé, même si, bien sûr, on ne va pas résumer l'enseignement de Lacan à ça, mais ça, c'est déjà quelque chose d'énorme. Alors évidemment, comme c'est fabriqué, comme c'est écrit, le Stade du miroir, dans un style qui est le style académique de la communication scientifique, c'est un des textes dans lesquels Lacan a le plus sacrifié à ce style-là. Donc, on est un peu habitué à le considérer comme quelque chose de, justement, de l'ordre du scientifique, de l'acquis. Bon, voilà, c'est le côté, donc on n'y revient pas. Je pense qu'on pourrait y revenir davantage. En tout cas, Lacan montre comment rendre compte du moi, de sa formation, de sa rencontre comme ça avec l'enfant. Parce que, enfin oui. Donc, comment rendre compte de cela, du moi, autrement dit l'image du corps, hein, le moi idéal, dira Lacan, et comment rendre compte aussi de ce que peut représenter, de ce en quoi peut consister un rapport narcissique au réel. Ça nous intéresse quand même d'essayer, et depuis ce matin il en a été souvent question. Qu'est-ce que c'est qu'un rapport qu'on peut qualifier de narcissique au réel? Eh bien, Lacan là-dessus nous aide beaucoup. C'est un rapport dans lequel, là-dessus il est tout à fait formel, à ce moment-là de son enseignement, et puis après encore, c'est un rapport dans lequel il n'y a pas de place pour l'autre, pour ce qu'on appelle autrui, pour un autre. C'est ça un rapport narcissique au réel. C'est figé, parce que là excusez-moi si j'exagère, si je pousse le trait un peu, mais aujourd'hui il a été parfois question, dans ce qu'ont apporté les différents collègues, d'une sorte de point d'équilibre entre ce qui serait du côté de l'objet, ce qui serait du côté du moi. Mais ce que remarque, ce que note Lacan dans le Stade du miroir, c'est un temps qui n'est aucun point d'équilibre. C'est-à-dire c'est un temps qui est toujours soit trop anticipé du côté de l'autre, soit pas assez, et resté gelé en quelque sorte dans un transitivisme absolument fermé à la dimension de l'autre. Il n'y a pas d'équilibration de ça. J'y reviendrai peut-être en fin de mon propos, mais il n'y a pas de point d'équilibration. Nous avons tous affaire à cette difficulté-là. Si elle trouvait son point d'équilibre, on serait quand même drôlement content, parce que ça résoudrait beaucoup de nos difficultés, justement, dans la question du rapport à l'autre. Pas de point d'équilibration. Et c'est justement une grande partie de la difficulté. En tout cas, notre rencontre avec le 1, autrement dit la question du narcissisme, passe nécessairement, même si elle ne s'arrête pas forcément là, mais elle passe nécessairement par un temps qui est un temps de transitivisme pur, dans lequel
dans lequel cette fameuse reconnaissance de l'enfant qui jubile comme ça, qui est émerveillé, etc., eh bien, ce temps de transitivisme, comme vous le savez, l'enfant y reçoit son image dans une extériorité de pure altérité, en quelque sorte. Il la reçoit comme autre. Et c'est pour ça que ça prend une valeur transitiviste très, très marquée. Lacan remarque, je crois que c'est un point extrêmement important, que dans l'état de morcellement où se trouve l'enfant, dans cet état difficile de détresse, enfin voisin de cette... Eh bien, cette unité spéculaire que l'enfant rencontre comme autre vient ajouter, dit Lacan, ça vient ajouter au malaise et au morcellement de l'enfant, ça vient ajouter encore plus de malaise du fait de l'irruption d'une nouvelle tendance étrangère qui est celle de son unité. Ça vient donc encore ajouter au malaise. Alors, comment est-ce qu'on se sort de là? On ne s'en sort pas facilement. Ben, on s'en sort parce que on est dans une structure qui est dès le début, effectivement ça a été évoqué, immergée dans la dimension de l'autre, c'est-à-dire du langage, c'est-à-dire une structure de représentation. Du coup, ce moment de la rencontre avec le 1, ce moment du narcissisme et ce champ du narcissisme n'est pas, bien sûr, limité à des coordonnées qui seraient réelles, celles du corps, ce corps de jouissance, et imaginaires, celles du registre de l'image. Il y a aussi ce que nous appelons des coordonnées symboliques. Ces coordonnées symboliques rendent possible, les coordonnées symboliques, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'enfant est immergé dans l'élément de l'autre, du grand autre, c'est-à-dire l'élément de langage, et du coup, va pouvoir s'introduire dans les cas que nous appelons normaux, enfin, en tout cas dans les cas qui sont habituellement considérés comme les plus régulièrement observés, va pouvoir s'introduire, donc du fait de cette immersion dans l'autre, le jeu d'un objet qui va venir en position tierce, en quelque sorte, par rapport à cette opposition irréductible entre le corps réel et son image spéculaire. Cette opposition, donc, et ce transitivisme que j'évoquais. Ce sont ces coordonnées symboliques que Lacan désignera comme la constellation de l'idéal du moi, par opposition à la forme du moi idéal. Ce sont ces coordonnées symboliques qui supposent aussi la mise en place d'un refoulement, c'est-à-dire une soustraction de cette jouissance initiale que j'évoquais en commençant. Ce sont donc ces coordonnées symboliques qui rendent possible un rapport qui ne soit pas entièrement paranoïaque au 1. Sinon, effectivement, et c'est une question que je connais bien parce que je pense, d'abord, elle m'intéresse énormément, elle me passionne. Sinon, nous avons affaire à ces syndromes que j'ai pu particulièrement étudier, sur lesquels je ne reviens pas ici parce que c'est pas... Je les ai suffisamment évoqués, j'en ai un petit peu ma claque de ces syndromes, mais ils sont quand même cliniquement extraordinairement parlants, quoi, sur le plan de ce transitivisme et de ce qui échoue à passer au lieu de l'autre, rendant du coup continu, si vous voulez, on peut le dire comme ça,
le champ de l'image et le champ du symbolique, avec le nom, l'image qui se disjoignent, qui se conjoignent, enfin, de la façon que j'ai pu évoquer dans ce que j'ai pu produire là-dessus il y a déjà un moment. Donc, c'est l'introduction de cette dimension tierce de l'objet, d'un objet mis en place par le refoulement, donc conséquence d'une immersion dans le champ du langage, dans le grand autre. C'est ça qui rend, je disais, possible, me semble-t-il, un rapport qui ne soit pas entièrement paranoïaque au un. S'il n'y a pas ça, le spéculaire comme tel n'admet pas d'autre, n'admet pas la dimension de l'autre. Et il me semble, vous me direz si je me trompe, il me semble que c'est ça que nous désignons comme le narcissisme, le champ du narcissisme. Il me semble. Hein. Et c'est comme ça que je l'entends quand je mesure, pour ma part, les incidences de ce narcissisme dans la clinique contemporaine. Parce qu'il y en a beaucoup. Et j'y reviendrai tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'il y en aurait plus aujourd'hui qu'avant? Il y en a, il me semble, plus aujourd'hui qu'avant. S'il n'y a pas donc cette immersion dans l'autre que j'évoquais à l'instant, et ce tiers, ce jeu de l'objet en position tierce par rapport à cette ambiguïté spéculaire, s'il n'y a pas ça, eh bien, nous sommes dans une structure, on pourrait le dire comme ça, nous sommes dans une structure, je l'évoquais à l'instant comme transitiviste, mais nous pourrions dire aussi une structure qui n'admet pas d'autre, autre que un. C'est-à-dire quelque chose d'absolument intolérable. Et c'est bien effectivement ce dont nous rendent compte les sujets qui sont dans cette difficulté. Ça rend le rapport au un intolérable, ou au moins très difficile. Et quand je dis le rapport au un, j'entends bien sûr le rapport au phallique. Parce que c'est le phallique qui est impliqué, le phallique imaginaire, mais la dimension du phallique qui est impliquée dans cette tenue de l'image spéculaire que l'enfant reçoit tout d'abord comme autre. Comme vous le savez, je ne m'étends pas trop là-dessus, encore que ça le mériterait. On l'a vu ce matin, comme vous le savez, dans les cas où il y a la médiation de cet objet tiers et des éléments symboliques, ça va permettre à l'enfant de questionner du côté de l'autre cet objet, justement, que Lacan ensuite écrira comme objet petit a. Ça permet à l'enfant de questionner ça, et le questionnant, de négocier, comme il le pourra, mais de négocier son rapport à cette image et à ce moi. Si cela n'est pas possible, que va-t-il se passer? Et nous aurons ce que nous entendons comme, sous le terme, disons, de psychose, je n'y reviens pas, je l'ai évoqué. Nous aurons aussi, alors j'étais très intéressé par ce que nous a apporté M. Zaguri ce matin, nous aurons aussi ce que nous appelons, parfois en ayant du mal à exactement préciser ce que nous entendons par là, ce que nous appelons la perversion. Sauf, comme le disait Zaguri, sauf à se donner le confort de dire, voilà, il y a une structure perverse, etc., et les choses sont simples. En réalité, moi, à l'écouter, ce qui me venait, c'était que je repensais à cette façon dont Lacan désigne la perversion quand il dit, en plusieurs endroits de son séminaire, d'une façon très éloquente, il dit que la perversion, en fait, c'est le fait de vouloir faire consister l'autre. Vous savez, le rendre consistant. C'est-à-dire, justement, répondre d'une certaine manière à la difficulté que pose le narcissisme. On peut y répondre de la façon psychotique quand il n'y a pas cette issue de la symbolisation possible.
quand il n'y a pas cette issue d'un jeu possible avec l'objet, avec le manque, avec la question du désir de l'autre, eh bien, on peut répondre sur le mode psychotique, on peut répondre aussi sur le mode de la perversion qui consiste à essayer de faire consister cet autre, c'est-à-dire autrement dit de le boucher. Et alors là, bien sûr, on s'aperçoit que l'angoisse, angoisser l'autre est une façon certainement très efficace de boucher cet autre avec de la jouissance, mais on s'aperçoit aussi que, comme le dit Lacan d'ailleurs, quand il parle des croisés par exemple, on s'aperçoit que n'importe quelle cause comme ça, prétendant saturer l'équivocité du champ de l'autre, ressortit du domaine de la perversion en ce sens-là. C'est-à-dire une tentative de sortir de l'impasse narcissique, de l'impasse spéculaire. Donc cette impasse, enfin, cette rencontre avec le 1, pour revenir à cette façon de désigner la question, n'est tolérable que par l'immixtion, comme je disais, de cette structure spéculaire dans la représentation symbolique. Mais c'est difficile, c'est complexe. C'est complexe. Parce que, par exemple, quand l'enfant reconnaît son image, au moment où il la reconnaît, on nous souligne, Lacan souligne, et Dieu sait qu'on l'évoque, on souligne la façon dont, pour lui, c'est une jubilation. Il jubile, il triomphe, mimique illuminative, etc. C'est effectivement très remarquable, parce que c'est là, ou bien je me trompe complètement, ou bien il est vrai que c'est la première fois, c'est le moment initial où l'enfant va éprouver une jouissance qui n'est pas complètement rapportable à la jouissance de l'autre. Ça ne veut pas dire qu'elle n'y est pas rapportable, mais elle n'est pas complètement rapportable, parce que c'est bien une jouissance que l'enfant éprouve à partir de son corps comme unité. Et c'est la première fois que ça se passe comme ça. Donc, on pourrait dire, effectivement, il y a des raisons de jubiler, etc. Sauf que, c'est là que les choses sont bien sûr complexes, c'est qu'au moment où il éprouve ça, l'enfant est peut-être le plus radicalement pris dans son aliénation dans l'autre, le grand autre. Donc au moment où il s'éprouve comme un, eh bien, sans le savoir bien sûr, il est au plus radical de son aliénation dans l'autre. Donc c'est complexe. Vous voyez que cette rencontre avec le 1, elle a de quoi nous laisser en difficulté. Et tout est à faire à partir de là. D'accord, je vais au terme de ce que... Alors, cette difficulté du narcissisme que nous avons tous rencontré, que rencontre chacun, est d'autant plus difficile quand les coordonnées symboliques dont je parlais sont précaires et surtout quand elles ne font pas, et c'est là où nous rejoignons la clinique contemporaine, je trouve, quand ces coordonnées symboliques ne font pas aisément l'objet d'une lecture pour le sujet, d'une lecture possible, autrement dit, de la mise en jeu d'une équivoque, vous voyez. Parce que c'est ça que nous faisons quand nous négocions notre relation avec ce 1, c'est que nous équivoquons. Il n'y a pas d'autre façon de faire. Et bon, elle ne fait pas forcément des miracles, mais elle dénoue des choses. Et elle nous rend moins paranoïaques à l'égard de ce 1. Ça, c'est sûr. Mais aujourd'hui, la lecture n'est pas quelque chose dont on peut dire que c'est régulièrement assuré pour les enfants, pour les adolescents ou pour les adultes. Et nous observons, nous constatons en clinique aujourd'hui, de façon très diverse, ce qui me paraît être lié à l'incidence de ce champ narcissique aujourd'hui, c'est-à-dire comment des sujets, enfants, adolescents ou adultes, ont du mal à pouvoir lire ce qui fait leur rapport au 1, au phallique, à l'objet. Et du coup,
ça donne cette ambiance d'effraction comme ça, toujours assez proche, de paranoïa ordinaire aussi, de fragilité narcissique, que nous observons, je trouve, de plus en plus souvent dans notre travail. Ça évoque aussi, je ne dépasse pas le temps, hein, ça évoque aussi l'engouement. Ah oui, le principe de la lecture, ça me paraît un point très important qui a été évoqué aussi aujourd'hui. Le principe de la lecture, qu'est-ce que c'est sinon une tentative de lier ce qu'on lit en fonction d'une sexualisation de la jouissance. C'est ça qui rend la lecture, c'est ça d'abord qui rend un enfant curieux de la lecture, et c'est ça aussi qui la rend si difficile dans le cas d'un rapport paranoïaque au 1. Parce que ce qui rend la lecture possible, c'est une sexualisation de la jouissance. Mais aujourd'hui, comme vous le savez, cette sexualisation de la jouissance n'est pas quelque chose sur quoi nous pouvons régulièrement compter. Nous pouvons compter dessus parfois, mais pas toujours. Qu'est-ce que nous faisons quand nous avons affaire à des sujets pour qui ce n'est pas quelque chose d'acquis? Voilà, une dernière chose, c'est que ce qui nous intéresse beaucoup en ce moment, c'est encore, à mon avis, à mettre au champ du narcissisme. J'évoquais l'ambiance de paranoïa ordinaire, d'effraction toujours proche, etc. L'engouement pour les religions. Enfin, il faut quand même le dire simplement. Une religion, c'est une sorte de grande liaison narcissique. Et d'ailleurs, je crois que Christian Fierens le disait très bien à un moment donné à propos de la psychologie des foules. La psychologie des foules aussi, elle est liée à ces difficultés du narcissisme et à une manière possible, pas la plus heureuse certainement, évidemment, une manière possible d'en supporter les effets, et les effets paranoïaques, oui bien sûr, tels que je les évoquais. Bon. Merci. Merci beaucoup Stéphane. Je suis particulièrement intéressé par l'éducation, alors que c'est quelque chose d'une altérité et la menace de cet autre qui devrait. Et tu dis, ce qui corrige la chose, c'est la question de l'idéal des traits de l'idéal du moi, comme des coordonnées symboliques. Je pense qu'effectivement, et il a dit un peu, et Marie-Christine en parlait aussi en critiquant peut-être la conception gestaltique, c'est que dans le fond, elle insistait sur le regard de la mère. Mais ce regard de la mère, il est pris aussi comme venant rendre équivoque l'idéal, les traits unaires de l'idéal du moi. C'est-à-dire que la mère regarde l'enfant d'une façon qui laisse entendre un désir et pas simplement une injonction paranoïagène. D'ailleurs, je m'étonne que tu parles toujours de la rencontre avec le 1, alors que bon, c'est une forme de 1, cette rencontre d'unité. Mais il y a la rencontre avec le signifiant, sous la forme du trait lunaire, de l'idéal du moi. C'est pas tout à fait le même. Hein. Tout à fait. Enfin, je n'ai pas voulu développer. Non, c'est parce que je pensais qu'en situant le 1 spécialement du côté de l'unité imaginaire, il y avait aussi cette rencontre avec le trait lunaire de l'idéal du moi, qui lui est dramatique, puisque si c'est un trait non équivoque, peut-être c'est l'obligation de ressentir son image comme paranoïa. C'est vrai, Bernard, mais maintenant, je ne l'ai pas développé, mais quand un enfant rencontre justement cette structure narcissique, cette structure spéculaire, et qu'il est en quelque sorte représenté dans le langage, il rencontre aussi l'unaire comme tel. Sinon, il rencontre l'un. Voilà. D'accord. Bon, excuse-moi, C'est-à-dire qu'à ce moment-là, la mère fait l'hypothèse. C'est ça qui change tout. Elle fait l'hypothèse. Alors vraiment, je voudrais te remercier pour ce que tu as dit et aussi pour encourager les collègues et les amis à relire
ce livre publié il y a au moins 10 ans, non, qui s'appelle L'autre et son double. Non, c'est le nom, l'image, l'objet. Le nom, Voilà. l'image et l'objet. Où il décrit le stade du miroir sur une centaine de pages, mais c'est magnifique, je te le dis, tout simplement. Tellement c'est bien décrit tranquillement avec toutes les petites choses sur lesquelles on se pose des questions. Voilà, ça c'était entre parenthèses, mais c'est important. Alors, une autre question. Quand tu parlais au début de cette polarisation, cette jouissance initiale et le moi, où on ne distingue pas comment se forme le moi, eh bien, je reviens à mon cheval de bataille, c'est-à-dire la Verlaine. Parce qu'au début de la Verlaine, il y a ce moment où tout est identique. Avant la Verlaine. Et dans ce missing link dont tu parles, ça me parle dans ce sens-là. Écoute, oui, tout à fait d'accord. Le missing link, c'est Freud lui-même qui le souligne de façon parfaitement explicite. Hein. Il dit, entre la jouissance initiale et puis le moi, il faut qu'il y ait une Entwicklung, mais on ne sait vraiment pas laquelle. On ne sait pas ce qu'il y a. C'est ça à quoi Lacan va répondre d'une façon très... Oui, je voudrais juste ajouter un petit mot. Je trouve que ta conclusion vient très bien parce que nous, à l'époque, nous allons publier un livre sur l'enfant et les écrans. Et évidemment, cette question est primordiale et on va avoir beaucoup de réponses sur ou à travers l'écran, différents usages et les addictions. Est-ce que vous avez des questions à poser à Stéphane sur ça? Oui, c'est Marie-Christine. Stéphane, je n'ai pas réussi à trouver le livre de Vallon sur le stade du miroir, mais j'ai lu le tien, qui est assez descriptif, qui raconte bien ce que Vallon en raconte, de cette histoire de la rencontre dans le miroir. Et dans ton livre, tu reproduis Vallon, parce que je te dis, je n'ai pas réussi à le retrouver ce livre. Tu reproduis Vallon en racontant que ce n'est pas du premier coup qu'il y a cette jubilation, que ça prend un temps chronologique, hein. Qu'au départ, le petit bout de chou, il voit une image, mais il n'y a pas cette jubilation. C'est dans ton livre, opus. Alors, tu m'as dit qu'il y en a 2 opus, donc j'ai peur de faire confusion, mais je ne pense pas que dans tes 2 livres, tu te donnes autant de travail pour nous décrire et nous enseigner le miroir. Et cette image que j'ai montrée du bébé, pour qui c'est un autre, mais il n'y a pas la jubilation, je pense que c'est quelque chose d'assez courant. Vallon le raconte comme quelque chose de courant, c'est un bébé courant, que je vous ai montré, qui était très bien. Et là, dans ce que tu dis, tu ne rentres pas cette question. Il y a un moment, ça bascule. En tout cas, pour Vallon, c'est pas d'emblée. Et quand on voit les bébés, puisque du coup, tu t'imagines que je vois quand même pas que des bébés abîmés, ben, il y a ce moment où ça bascule vers la jubilation, c'est pas tout de suite. Alors, qu'est-ce qui a pu se passer? C'est pas seulement l'image, pour Vallon, c'est pas seulement l'image, puisque sinon le bébé il tape sur la vitre, sur le miroir. Marie-Christine, tes travaux... Et puis... Non, mais je parle de ce que tu as écrit dans ton livre, là, hein, uniquement. Oui. Bah, si tu veux, Vallon, la difficulté chez Vallon, c'est que pour lui, la construction de l'image spéculaire, c'est une construction qui est entièrement symbolique. C'est une construction symbolique, une construction. Alors que ce que Lacan a perçu beaucoup mieux, c'est que c'est une identification mentale.
la reconnaissance de l'image, l'appropriation de l'image. C'est une identification mentale. Chez Vallon, ça reste une construction symbolique. Autrement dit, ça reste quand même beaucoup plus pris dans un dispositif de maîtrise, ou en tout cas de maîtrise supposable. C'est très bien Vallon, hein, c'est très fin, et Lacan lui devait certainement des choses, mais il devait aussi à Schilder, il devait aussi à Jean l'Ermite, il devait aussi à... Ces questions étaient agitées dans l'époque. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que tout ce que tu disais ce matin, et tes travaux que je connais par ailleurs, moi j'y souscris complètement, c'est magnifique. Mais ça va tout à fait je trouve, dans le sens de repérer ces moments où l'enfant, il est dans la jouissance de l'autre, et puis tu montres très bien comment quelque chose de ce tiers-terme pourrait venir opérer. Il y a un essai, puis l'enfant décroche, enfin, tout ça tu le montres vraiment, enfin, c'est pas pour des échanges de congratulations, hein, mais c'est très très parlant, c'est très, très précieux ça. Et pour répondre à ta question sur mon bouquin, j'avais d'abord publié 2 bouquins séparés, l'un qui s'appelait Pathologie de l'image du corps et l'autre L'image et le double. Ils n'en font plus qu'un maintenant, depuis quelques années, au PUF, ça s'appelle Le nom de l'image d'objet. Il y en a un autre. C'est celui-là que j'ai lu. C'est exactement ça. Et il y en a un autre où je parle assez précisément aussi du stade du miroir, qui est Clinique de l'identité, pour ceux que ça intéresse, qui était publié, enfin on ne trouve plus en librairie, mais on peut commander. Oui, Jean-Jacques. Juste une mini-remarque. Moi, il y a un truc que t'a dit Stéphane qui m'a paru très important, mais qui n'était pas majeur dans ton propos, mais que tu as souligné. C'est qu'au fond, enfin même nous quand on parle, on a tendance à dire normal, c'est-à-dire pour le passage légitime dans la phase du miroir, on va dire normal. Hein. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le sujet, donc il y a les abîmés d'un côté et les normaux de l'autre où on se range. Et tu l'as dit au passage, le drame de cette question, c'est la forme de l'aliénation qui, elle, et donc je dirais qu'il faut vous rappeler aussi, et tu le sais, que c'est pas pour rien que Lacan, à tout au long de son œuvre, fait valoir qu'entre le nœud borroméen habituel, normal, justement, et la paranoïa ordinaire, il n'y avait pas grand-chose. Hein. C'est-à-dire on passe normalement assez vite, et dans les phénomènes sociaux, on le sait aussi bien, on passe à une vitesse fulgurante du normal à l'hyper-pas-normal. Et donc c'est très important aussi que nous-mêmes, nous n'ayons pas dans notre façon de raconter trop l'usage du terme, il y a les défaillants, il y a les normaux, parce que dans la constitution, au narcissisme, au miroir, il y a malheureusement quelque chose qui ne se réglera pas là complètement, et qui est le risque d'absorption future d'un quel qu'il soit, au moment où il viendra se présenter. Et donc c'est parce que là on parle depuis ce matin, et nous-mêmes souvent, on dit même plus la névrosée, hein, c'est drôle. On dit le normal, et pour moi il n'y a rien de normal. Il y a le risque plus ou moins grand de faillite au miroir, et puis il y a les risques futurs que l'aliénation vienne à nouveau s'ouvrir dans ce que Lacan appelait les formes de paranoïa habituelles. Et ça tu l'as dit, tu l'as induit, c'est juste pour le souligner. Oui, pas pour répondre, parce que effectivement, oui, je suis tout à fait d'accord, j'entends bien, Jean-Jacques. Il y a une chose que je n'ai pas évoquée, que j'avais dans mes notes, mais à propos de la lecture, j'avais envie de, très simplement, en une minute comme ça, de juste rappeler que la structure borroméenne, c'est une écriture, le nœud borroméen. C'est une écriture qui suppose qu'on puisse lire, qu'on puisse épeler au moins les 3 termes, R, S, I, ou de quelques noms qu'on les appelle. Il faut le temps réel de leur lecture, sans quoi il n'y a pas cette ternarité et donc c'est le début de la topologie, quoi. C'est l'écriture et la lecture. Bon. Valentin. Juste
pour te demander, ce que tu appelles l'aliénation au grand autre, est-ce que c'est la dépendance de son désir? Si c'est ça, c'est un pas quand même vers quelque chose d'autre qui va se développer, c'est-à-dire son propre désir. C'est plus radical, Valentin. C'est plus radical. L'aliénation à l'autre, c'est une aliénation qui est au départ totale, de part en part. Quand c'est l'aliénation au désir de l'autre, les choses sont déjà gagnées. Non, mais ce pas-là que tu as décrit, c'est-à-dire au moment où il jubile de son image, il est pris il est dans une annihilation au grand autre. Tout à fait. Ça se développe comment? Tu veux dire, ça se produit comment? Mais non, ça va donner quoi? C'est pas quelque chose qui va rester. Ou bien alors, je voudrais savoir ce que signifie aliénation. Valentin, c'est une question tout à fait importante que tu évoques. Ce moment-là, c'est le moment où Lacan disait ça comme ça au début de son enseignement. C'est le moment où se joue le rapport à la réalité pour le sujet. Il disait ça comme ça. On pourrait dire au réel. C'est le moment où se joue le rapport au réel du sujet. Ce moment, justement, de la rencontre avec l'image et de la reconnaissance de l'image. Devant l'érection de ce un de l'image, Lacan dit très bien, soit l'enfant va retourner vers l'objet maternel, la régression, et ce sera donc la voie de la psychose, soit il va justement s'aliéner au désir de l'autre, et à ce moment-là, entrer dans le jeu, justement, de l'équivoque, de l'échange et du désir, et de la concurrence aussi. Troisième solution aussi qu'il n'évoque pas, mais que nous avons évoqué, enfin qu'il évoque ailleurs, mais la solution du fétichisme, ou de cette tentative de venir combler le champ de l'autre, de venir le rendre consistant. Il dit Stephen, et après de tes travaux-là, est-ce qu'on ne peut pas penser que dans ce stade du miroir, il y a quelque chose qui va se jouer, à savoir que l'identification à l'image se fera à une image décomplétée de l'objet, c'est-à-dire déjà prise dans le désir de l'autre, ou bien d'une image engrossée de cet objet qui sera toujours persécutive pour le sujet. C'est-à-dire d'un engrossé de l'objet. Et avec les solutions que tu avais décrites dans la paranoïa, les sosies, qui permettent au sujet de décompléter en quelque sorte, mais sur un mode pathologique, cette image qui serait trop pleine, qui serait trop... et que cela dépendrait du type de coordonnées symboliques qui soutiennent l'image. Du type de coordonnées symboliques et du rapport du sujet à ces coordonnées. Parce qu'il y a la question de la lecture qui se joue aussi. Un sujet accédant au langage, il peut y accéder de beaucoup de façons différentes. Il peut y accéder en étant un enfant lecteur, il peut aussi y accéder avec le sentiment, et ils sont nombreux aujourd'hui ceux qui sont comme ça, que le langage les exclut, qui ne peuvent pas y lire. Et combien de jeunes sont dans cette situation aujourd'hui? Ils ne sont pas psychotiques, mais ils sont devant quelque chose qui est fermé, parce qu'ils ne peuvent pas lire. Et du coup, ne pouvant pas lire, ils ne peuvent pas beaucoup équivoquer. Et on rencontre là des questions massives de la clinique contemporaine. Oui. Encore une intervention, une question? Ou bien... Oui, Michel, Joël. Et puis après, peut-être on va se... C'est une simple remarque à propos de la question du temps qui me paraît absolument cruciale dans l'affaire de cette identification spéculaire, puisque Lacan note que c'est dans la précipitation conclusive que cette jubilation se propose. C'est-à-dire que donc, si cette identification se fait dans un certain temps et un temps logique, ce temps logique est structuré par deux scansions. Alors, c'est pas sans rapport avec le travail que nous propose Marie-Lévy, avec ce temps de la tressage, et qu'il y a tout un temps, une succession de temps qui mène à cette précipitation, à cette conclusion. Et que ça, c'est une
dimension qui est absolument centrale dans cette affaire, et qui caractérise donc ce temps de l'identification spéculaire comme étant celui, enfin c'est ma lecture, comme étant celui véritablement de l'invention du premier nouage. Dans le premier nouage, que le petit sujet apprend son enfant à son autre. Le premier point, d'où la justice. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter et puis reprendre demain matin à 9h30 avec Anne Josse comme président.